Donc cette communication, en fait, pour faire le point un petit peu sur les problèmes de calibration du carbone 14, qui sont à la fois intéressantes pour les préhistoriens, les archéologues, et finalement pour toute la communauté s'intéressant au carbone 14. Et je vais vous mentionner en fait certaines recherches que nous avons effectuées dans les dernières années, en particulier avec l'équipe du radiocarbone du CEREJ, avec, qui sont mentionnés ici, Thibaut Thunat, Johan Fagot, Manuela Capano, Frauke Rostek. Nous avons été rejoints assez récemment, on en parlera un peu plus avant, par Thibaut de Viez. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait dans les dernières années grâce à Exmicadas en particulier, que vous avez vu hier. Alors, quelques rappels de principes, des principes de base en fait, du carbone 14. Le principe de base, c'est que le carbone 14, comme vous le savez tous, c'est un cosmonucléide, comme le béridium 10, comme l'aluminium 26 ou le chlore 36. Il est formé dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, dans la haute troposphère. Et par le rayonnement cosmique, alors ce sont les neutrons secondaires qui le forment, mais globalement, à partir de l'azote, du carbone 14 est créé, qui va ensuite retourner sous forme d'azote avec une radioactivité simple, une radioactivité bêta. Et les lois de la radioactivité sont donc très simples, c'est des cinétiques du premier ordre. Comme vous le voyez ici, c'est juste un récapitulatif avec le C14 qui décroît radioactivement pour former de l'azote 14 avec une équation différentielle très simple à résoudre où l'on peut exprimer le temps en fonction de la teneur résiduelle d'un échantillon, la teneur résiduelle en carbone 14. Alors soit on mesure la teneur en carbone 14 en faisant de la spectrométrie de masse, soit on mesure la radioactivité. C'est comme ça que ça a été fait en particulier par l'inventeur de la méthode Villard-Libby, qui a eu le prix Nobel en 1962 pour la découverte du carbone 14. Et là, ce qui est représenté, c'est une vue reprise du premier diagramme utilisé par Libby pour calibrer, pour montrer en fait que la méthode au carbone 14 fonctionnait. Il avait pris des bois dans des sépultures égyptiennes, il avait mesuré leur radioactivité, exprimée en dpm par gramme de carbone. Maintenant, 15 dpm par gramme de carbone correspond à la teneur atmosphérique actuelle, avec un rapport isotopique qui est très élevé, 10-12, rapport carbone 14 sur carbone 12. Et ce qu'il voyait, c'est une loi que les âges comparés entre les mesures de carbone 14 et les âges connus par les égyptologues concordaient et suivaient cette loi de radioactivité n égale n0 e moins lambda t. Donc des fondamentaux qui sont très importants, avec une demi-vie. Bon, encore une fois, il y a quelques incertitudes sur la précision exacte de cette période, la période radioactive du carbone 14. À l'heure actuelle, la période est de 5700 ans. Mais encore une fois, dès les fondamentaux, on voit pourquoi le carbone 14 a un problème. C'est-à-dire que souvent, on me pose la question, mais pourquoi est-ce que le carbone 14 est vicié? Pourquoi on est obligé de le calibrer alors que toutes les autres techniques de datation, de radiochronologie, uranium, thorium, potassium, argon, rubidium, strontium, toutes les uranium, plomb, pourquoi toutes ces autres techniques n'ont pas de problème de justesse et pourquoi le carbone a un problème de justesse? Ça vient dès le départ de cette loi de radioactivité. C14 donne azote 14. Le carbone 14, c'est la seule technique de radiochronométrie où on ne mesure qu'un isotope. Alors vous allez me dire, oui, mais on mesure le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Mais le carbone 12 et le carbone 13 n'ont rien à voir avec la radioactivité du carbone 14. En fait, le seul qu'il faudrait mesurer dans cette réaction de radioactivité bêta, c'est l'azote 14 formé par le carbone 14, ce qu'on appelle le carbone 14 radiogénique. Malheureusement, c'est impossible. Il y a trop d'azote 14 dans l'environnement et on ne peut pas faire le rapport azote 14 sur carbone 14, comme on fait le rapport thorium sur uranium, pour obtenir un âge juste. À cause de cela, quand on résout, on n'a qu'une seule équation différentielle, et donc une seule équation qui va dépendre d'un état initial. Et c'est pour cela en fait, qu'on a une incertitude et une calibration à faire, parce que dans cette équation t égale moins 1 sur lambda log de n sur n0, on introduit la teneur de départ. Si on avait un rapport avec l'azote, eh bien, on n'aurait pas ce problème. Le problème de la calibration du C14, c'est la même chose que la détermination de l'état initial à l'époque où l'échantillon s'est formé.
C'est la même chose. On peut soit considérer les choses avec un biais en âge, entre âge vrai ou âge C14, ou faire un calcul du N0 de départ pour corriger l'âge. Donc c'est la même chose. Mais encore une fois, le biais fondamental, il est là dès le départ, et souvent, voilà, c'est quelque chose qui est un peu oublié. Alors, un des problèmes justement du carbone 14, c'est que dans l'atmosphère, c'est la teneur de départ qui est utilisée pour les calculs d'âge conventionnels. Eh bien, cette teneur, elle est en équilibre, elle est à peu près stable, à peu près constante, mais c'est un équilibre qui est dynamique, qui est à la fois un équilibre entre la production de carbone 14 par le rayonnement cosmique, qui va être plus ou moins modulé par les champs magnétiques qui environnent la Terre, le champ magnétique terrestre en particulier, le champ magnétique du Soleil, et en même temps, le carbone 14, qui va se mélanger, qui va s'oxyder, qui va se transformer en CO2 et qui va se mélanger dans le cycle du carbone, eh bien, il va être pompé, il va diffuser dans les autres réservoirs du cycle du carbone, en particulier la biosphère, en particulier l'océan. Et comme ces réservoirs de carbone sont un ordre de grandeur plus important que l'atmosphère, eh bien, l'équilibre dynamique, le rapport C14 sur C12, ou la teneur ou la radioactivité de départ atmosphérique, eh bien, elle va être assez sensible, elle va varier dans le temps, non seulement à cause du taux de production qui peut varier à cause des champs magnétiques qui environnent la Terre, mais aussi à cause de ces problèmes de cycle du carbone. Et tout cela est lié au fait que l'on ne mesure pas au départ l'isotope de Fis de la radioactivité. Donc on est obligé de calibrer, donc de déterminer la teneur atmosphérique en carbone 14 lors de la synthèse de l'échantillon, et on calibre essentiellement en comparant des âges carbone 14 mesurés sur une archive particulière avec un âge indépendant, juste, avec une autre technique. Ça peut être de la radiochronologie, ça peut être autre chose, que l'on peut comparer. Et donc le biais en âge, il est lié justement à cette fluctuation du N0. Ça, c'est juste une planche qui dit que la comparaison entre l'âge calendaire, que l'on peut déterminer en particulier par dendrochronologie, tous les âges sont référencés par rapport à 1950, donc un âge particulier d'un CERN particulier ici, ancien, eh bien on va pouvoir mesurer son âge, sa teneur en C14, son F14, son rapport isotopique C14 sur C12 normalisé, et le comparer à l'âge absolu donné par la dendro. Et dans ce cas-là, on peut remonter, c'est l'équation qui est surlignée en vert, on peut remonter à la teneur atmosphérique de départ en connaissant l'âge qui lui est donné par la dendro. On connaît la décroissance radioactive, et donc le lambda, et donc on en déduit la teneur atmosphérique, le rapport isotopique C14 sur C12 de l'époque. Alors les archives qui sont utilisées pour calibrer le C14, elles sont variées. Pendant très longtemps, en fait, ce qui avait été utilisé, ça date du temps de Libye, c'était des bois. Et donc là, c'est possible de faire de la dendrochronologie. Et la dendrochronologie, comme vous le savez, elle s'étend maintenant sur pratique. Enfin, elle va au-delà de l'Holocène. Donc là, j'ai représenté quelques photos de certains échantillons que nous utilisons aussi au laboratoire. Bois subfossiles, des stalagmites peuvent être utilisés, des coraux en particulier, des foraminifères dans les sédiments marins. Les coraux et les stalagmites, leur avantage, c'est qu'on peut les dater aussi par une technique indépendante qui est l'uranium-thorium, qui est plus précis que le carbone 14 et plus juste, justement parce qu'on fait le rapport entre 230 thorium et uranium 234. Là, on date. On pourrait faire des datations uniquement avec l'uranium 234, mais on aurait ce problème d'indétermination de la teneur de départ. En faisant le rapport, on corrige, et donc on arrive à avoir des âges qui sont à la fois justes et précis. On peut aussi travailler dans des sédiments qui vont être laminés, varvés, avec des couches annuelles, à la fois dans l'océan. Là, c'est juste une représentation des varves du bassin de Kariako, et une carotte qui vient de suivre dessus au Japon. Donc il y a d'autres lacs varvés qui ont été utilisés. Et bien évidemment, il faut des machines à remonter le temps, des accélérateurs ou des spectromètres de masse qui permettent de faire des mesures à la fois en uranium-thorium. Donc là, historiquement, je vous montre un peu les machines qui ont servi ou qui servent encore au CEREJ. D'une part, on a commencé il y a, au tout début des années 90 avec la thermoionisation qui existe encore. MCI-CPMS pour l'UTH et d'autres des accélérateurs pour travailler, pour mesurer
pour quantifier les cosmonucléides, à la fois Exmicadas pour le carbone 14 et astérisque, puisque l'accélérateur c'est astérisque, et tout cela avec, qui ont été complétés, en particulier dans le cadre d'un Equipex. Et la photo, elle n'est pas, comme vous l'avez vu, elle n'est pas actualisée, puisqu'il faudrait mettre le gas field magnet maintenant. En tout cas, il faut avoir conscience que ça a été un énorme travail en fait, de s'installer sur ce campus. Il y a, au début des années 90, il y avait des ruines, des pins autour, il n'y avait pas de construction, et donc quand on est venu, il n'y avait vraiment absolument rien. C'était vraiment une pinède et un hôpital en ruine. Donc il faut imaginer maintenant que le laboratoire a été construit, et c'est une prouesse, je dis ça pour mes collègues GIFOI, parce que je suis issu de Gif-sur-Yvette, où le carbone 14, les premières mesures ont été faites en 1955. Il faut imaginer, les premiers papiers de Georgette Délibrias, Jacques Laberry datent de 1955. Alors, la courbe de calibration, eh bien, le CEREJ a pas mal participé depuis le départ, depuis le début des années 90, pratiquement. Alors, on n'appelait pas ça un cal, mais c'était à partir de 93, c'était effectivement un cal. Là, c'est juste une vue qui résume un petit peu la calibration pour la partie entre 10 000 et 26 000 ans avant le présent. Donc, c'est un diagramme tout à fait conventionnel que vous connaissez, âge calendaire, dendro, uranium, thorium ou autre, en fonction le carbone 14, l'âge conventionnel carbone 14, avec la période de Libye sans corriger des fluctuations atmosphériques du N0, en fonction de l'âge calendaire. Et donc, sur ce diagramme, là, il date, en fait, celui-là, ça date de l'avant-dernière actualisation, donc de NCAL 13, qui a été publié donc, en 2013 dans Radiocarbone, et qui est associé au programme de calibration que vous pouvez utiliser. Ici, vous voyez donc que dans cette gamme d'âge, eh bien, essentiellement, le carbone 14 est trop jeune, date trop jeune. Si les points, ici, tous les points représentent des datations croisées, âge calendaire, HC14, chaque petit point, ça peut être des archives atmosphériques ou des archives océaniques. Il y a beaucoup d'archives océaniques qui ont été travaillées au CEREJ. Et comme vous le voyez, à chaque fois, l'âge C14 est trop jeune, et il y a des choses qui ont été confirmées. Par exemple, nos premiers travaux sur le sujet montraient que le LGM, quand j'étais en thèse, le LGM, dernier maximum glaciaire, c'était 18K, 18K. Tout le monde parlait de 18 000 ans, et on l'a transformé en 21 000 ans, et c'est vraiment la calibration qui a donné cette nouvelle datation du dernier maximum glaciaire. C'est aussi ces chronologies, ces premières calibrations au-delà de l'Holocène qui ont permis de dater le début de l'Holocène. Au début, on croyait que c'était 10 000 ans, et en fait, c'est 11 500, 11 600. Et ça a été aussi un des résultats de la calibration du carbone 14. Donc on voit que le carbone 14, il est toujours trop jeune. Alors bon, je ne vais pas vous passer trop de détails, mais ça, c'est des graphes en fait, du dernier volume NCAL 20 qu'on a publié l'année dernière, avec le groupe NCAL, qui est un groupe international qui s'occupe de la calibration, avec différentes archives. Il y a des dateurs, des statisticiens, des différents spécialistes. Et à l'heure actuelle, on est en train d'actualiser pour la prochaine itération. Ici, c'est quelques graphes tirés des papiers dans le volume spécial sur la calibration NCAL 20 pour quelques fenêtres temporelles. Alors moi, je suis toujours à regarder un peu les détails parce qu'on a produit certaines données. Toutes les données qui sont présentées ici en gras sont les données produites sur des archives marines. Et alors on voit que il y a au-delà de la dendro, au-delà de 14 000 ans, j'en parlerai de la partie la plus récente un peu plus tard, mais on voit qu'il y a quand même une dispersion. Mais les données, en particulier, ça a beaucoup fait de progrès avec les spéléothèmes chinois. Mais les données sont compatibles. Ce que j'aime bien, c'est par exemple ce panneau là du bas ici, c'est le panneau qui entoure le LGM. On est à 22 000 ans ici, 20 000 ans ici. On voit qu'il y a encore quelques trous. Ce qui me fait quand même bien plaisir, c'est que les coraux, par exemple, qui sont indiqués ici en vert, sont des coraux qui ont été publiés en 90. Et ils n'ont pas bougé, ils sont toujours sur la calibration actuelle. Donc c'est vraiment assez rassurant sur le fait qu'on était à la fois précis et juste à l'époque, il y a plus de 30 ans. Donc voilà, donc des choses qui vont être actualisées. Alors il y a moins de données pour les périodes les plus anciennes. Ici, c'est des panneaux de NCAL 20 pour les périodes très anciennes. On remonte jusqu'à 44 000 ans. Alors ce que vous pouvez voir aussi, c'est quelquefois des... Bon, ici, par exemple, il y a très peu de données. Il y a quelques données marines que l'on a produites qui sont compatibles avec les autres. On est assez heureux de ça. Et de plus en plus, on trouve, là c'est plutôt les Néo-Zélandais qui travaillent sur le pin kauri,
ils trouvent des quantités faramineuses de troncs subfossiles correspondant à la glaciation. Il est possible de les raccrocher sur la calibration. Ce sont des chronologies flottantes et des chronologies dendro. Et donc, il est possible d'avoir de la haute résolution aussi dans le passé, vers 40 000 ans ou 30 000 ans. Et donc, les points noirs, par exemple, ici, correspondent à de la dendro sur des pins kauri de l'hémisphère sud, de Nouvelle-Zélande, qui sont tout à fait compatibles avec ce que nous, on avait fait auparavant. Ici, donc pareil, aussi une série dendro vers 43 000 ans, établie avec le pin kauri. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, encore une fois, je vous l'ai dit, la calibration du C14, elle continue à être améliorée, et très récemment, ça va être intégré dans NCAL 24, il y a eu des publications qui ont ajouté des pins kauri. Il y a eu un papier dans Science, Cooper et al. Et pratiquement, ces deux panneaux vont être complètement couverts par des points noirs, avec une haute résolution, donc qui vont, encore une fois, probablement confirmer ce que nous, on avait fait au départ, mais avec une densité beaucoup plus importante. Alors, je parle, mais je voulais aussi vous parler des activités que l'on fait ici à Aix sur ces problèmes de dendrochronologie. Et une partie de la nouvelle calibration dendro, en particulier pour le tardi glaciaire, est fondée en fait sur des travaux que nous avons réalisés ici à Aix, sous la forme d'une collaboration dans le cadre d'une ANR Carbotride, de collaboration entre le CEREJ et l'IMB, avec Cécile Miramont, Frédéric Guibal, et une postdoctorante, Manuela Capano. Et ce que vous voyez ici, c'est Frédéric Guibal qui se reconnaîtra avec le masque, avec le casque, et qui coupait des arbres subfossiles tardiglaciaires. Ici, je vous montre justement, tiré du volume NCAL 20, la partie entre 14 000 et 11 000 ans avant le présent, avec des séries qui sont raccrochées à la dendro de l'Holocène tout à fait précises, et des séries qui sont un peu flottantes encore. Elles ne sont pas reliées complètement à la dendro. Alors, la contribution, les 400 ans que nous avons ajoutés à cette dendrochronologie tardiglaciaire sont représentés ici en jaune. C'est une pièce de puzzle, mais c'est beaucoup de données, comme je vais vous le montrer. Et c'était une pièce de puzzle importante. Elle permettait de raccrocher des séries flottantes. Donc, ça a été vraiment une contribution importante à NCAL 20 de pouvoir travailler sur ces séries qui sont issues, qui ont été trouvées, j'ai oublié de le rappeler, dans la région. Non seulement tout est fait à Aix, mais en plus, les arbres viennent d'un peu au nord de Sisteron, dans la région de Moyenne-Durance. Donc, des choses très locales qui sont finalement avec des répercussions globales. Alors maintenant, quand on regarde de façon un petit peu résumée et que l'on compare la calibration NCAL 20 avec la calibration NCAL 13, eh bien c'est ce qu'on voit ici. Alors on peut regarder ça avec des diagrammes âge en fonction de âge. On pourrait regarder les différences d'âge entre âge vrai et âge calendaire, âge carbone 14 et âge calendaire, mais c'est plus pratique en fait de regarder ça sous la forme d'évolution du rapport carbone 14 sur carbone 12 atmosphérique exprimé en déviation, pas en pourcent parce que les variations sont assez petites, en fait non, elles ne sont pas petites, elles sont assez grandes, mais on les exprime en pour 1000. Donc ce sont ces grandes fluctuations qui sont représentées sur ce panneau en fonction du temps et évoluant de gauche à droite. Ça c'est actualisé. C'est une actualisation, on vient de faire un papier dans un des derniers numéros de Science de review de ces sujets. Et donc, c'est une actualisation qui vient d'être publiée la semaine dernière, où on compare NCAL 20 en bleu et NCAL 13 en rouge. Et ce qu'il faut voir, c'est essentiellement le fait qu'on va un peu plus loin dans le temps avec NCAL 20, mais surtout, les structures sont beaucoup plus marquées. On a un minimum ici vers 50 000 ans beaucoup plus marqué. On a un maximum vers 40 000 ans, je vais en reparler, très marqué. On a des structures à haute résolution qui sont importantes. On peut voir même, là c'est un zoom, autour de certains événements abrupts qui sont d'origine solaire. Ici, il s'agit d'une éruption solaire massive qui a envoyé des protons solaires vers 775 de notre ère. Donc, alors on reparlera demain dans le cadre de Refrain. C'est Mélanie Baroni qui va nous parler de soleil et d'isotopes cosmogéniques et de comparaison entre beryllium 10 et carbone 14. Mais donc des fluctuations, et globalement tous les delta C14 sont toujours positifs parce que les âges carbone 14 c'est la même chose, c'est la même
thématique, ça signifie que les âges carbone 14 sont trop jeunes par rapport aux âges vrais. Alors, une autre façon de regarder ces choses qui sont équivalentes, c'est de carrément prendre les courbes de calibration, c'est-à-dire âge carbone 14 en fonction de l'âge vrai, et de faire juste la dérivée première de ces courbes. Alors, de façon assez surprenante, ça n'avait jamais été fait. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai été vraiment surpris par les structures en fait, que l'on peut retrouver juste en faisant la dérivée première. Donc en exprimant ça. Donc si, en d'autres termes, si l'âge carbone 14 était, si l'horloge du carbone 14 était fidèle, était juste, eh bien on devrait trouver une pente 1,1 entre l'âge calendaire et l'âge carbone 14, et ce n'est pas du tout le cas. Alors ici, les différents calculs qui vous sont montrés sur le panneau du haut en fonction du temps sont obtenus avec différentes... parce que pour calculer une dérivée, il faut prendre une fenêtre glissante, et donc suivant la taille de la fenêtre glissante, on va avoir plus ou moins de résolution, mais globalement, ce que l'on retrouve, c'est que pendant les derniers 40 000 ans, eh bien, on est toujours en dessous de 1. Ça veut dire que le carbone 14, l'horloge du carbone 14, elle est toujours en retard. C'est ce qui est symbolisé ici. Par contre, quand on est au-dessus de 1, et c'est relativement rare pendant les derniers 40 000 ans, l'horloge du carbone 14 va trop vite. Il y a trop d'âge C14, trop d'années C14 au cours du temps calendaire. Alors ici, ce qui est important aussi pour les préhistoriens et archéologues, c'est que là, en faisant ce calcul, j'ai pas mal lissé en prenant des fenêtres assez grandes, de l'ordre de 2000 ans. Si on prend des fenêtres encore plus petites, ce que l'on pourrait voir, c'est des structures à très haute résolution, et en particulier des minima qui vont carrément jusqu'à 0, c'est-à-dire la pente décroît jusqu'à 0, et ça, ce sont les fameux plateaux d'âge. Il y a des périodes du carbone 14 où il n'y a pas d'évolution du carbone 14, de l'âge carbone 14 en fonction de l'âge calendaire, des plateaux, âge plateau, et ça veut dire que la dérivée vaut 0. Donc ça arrive, mais il faut regarder ça avec une résolution encore plus fine. Mais alors, la grosse surprise quand on faisait ces calculs de dérivés, c'est qu'il y a un maximum absolument énorme pendant quelques millénaires, en fait, l'horloge du carbone 14 s'est complètement emballée et il y a 2 fois trop d'années C14 par rapport aux années calendaires. C'est ça on a un maximum de la dérivée qui va jusqu'à 2. Et c'est quelque chose qui intervient vers 43 000 ans, avant certains événements, avant le maximum en fait, du delta C14 atmosphérique, ici les Kourman-Calvin et les Kourman-Calv-13. Et on reparlera un petit peu plus des causes, mais je suis obligé un peu de vous en parler maintenant. C'est pas ce maximum, cet emballement de l'horloge carbone 14, en fait, elle est liée à l'entrée, elle n'est pas liée au minimum de champ magnétique, mais elle est liée à l'entrée dans l'excursion du Lachan, qui a modifié en fait, les taux de production du carbone 14 à cette montée. En fait, elle est liée complètement à cette montée du delta C14 atmosphérique. Finalement, c'est un peu la même chose, mais on le voit finalement de façon élégante en prenant juste la dérivée première pour savoir si l'horloge du carbone 14 est trop rapide ou trop lente. Alors ça a des conséquences pour les préhistoriens. Alors dans le papier qu'on a fait justement l'année dernière dans PNS sur cette dilatation du temps au carbone 14, j'ai mis à la dilatation parce que pour les physiciens, ils ont d'autres dilatations du temps qui sont plus importantes, mais bon, c'est notre petite dilatation du temps C14. Ici, c'est juste un panneau, un diagramme qui vous montre un peu l'implication que ça a sur cette période entre 50 000 ans et 40 000 ans avant le présent, où ce qui est représenté, ce sont des âges bruts pour à la fois certains derniers néandertaliens. Alors on en parlera plus, on aura la meilleure actualisation avec Thibaut Deviès qui nous parlera de datation avec l'hydroxyproline. Là pour l'instant, toutes ces datations avaient été réalisées avec du collagène purifié, j'en reparlerai. Et les premiers Homo sapiens européens qui sont représentés ici en bleu. Et le panneau du haut montre les âges C14, le panneau du milieu calibré avec un Cal13 et le panneau du bas avec un Calvin. Et alors, bien évidemment, les âges C14 sont plus jeunes, donc ils sont décalés, mais la durée de l'axe est exactement la même. On a 13 000 ans d'ampleur de l'axe temporel ici, donc, et on voit très bien cet effet de dilatation. L'overlap, le recouvrement chronologique entre les sapiens et les néandertaliens est de 6 000 ans sur ce diagramme, on peut l'actualiser, mais il est de 6 000 ans sur ce diagramme, et quand on passe en calibration un Calvin, eh bien, on ne trouve plus que 4 000 ans. Donc c'est juste pour dire que la calibration elle est vraiment fondamentale aussi pour calculer des durées, et de façon assez rassurante pour les préhistoriens qui travaillent dans cette gamme d'âge,
eh bien, la calibration améliore les précisions. Souvent, les préhistoriens ou les archéologues se plaignent parce que quand on passe en âge calibré, eh bien, ça fait exploser les barres d'erreur, parce que justement, l'horloge fonctionne au ralenti. Comme là, l'horloge fonctionne, C14 fonctionne, elle est dilatée, eh bien, quand on passe d'un âge carbone 14 à un âge calibré, eh bien, on diminue les barres d'erreur et on diminue les différences d'âge. Donc c'est complètement un autre monde, et tout ça est centré vers 43 000 ans. Alors, c'est juste un diagramme où on a récapitulé donc, les âges obtenus sur les premiers Homo sapiens européens, notamment certains que nous avons datés ici à Aix-en-Provence, en collaboration pour la grotte de Batchoquiro. Tout ça a été une collaboration avec l'équipe de Jean-Jacques Hublin, qui maintenant est au Collège de France, mais avant était au Max Planck de Leipzig. Donc ici, c'est tiré d'un papier de 2020 auquel nous avons participé, notamment en faisant des datations avec la source gaz d'Ex-Micadas, qui donne des âges tout à fait fiables, et dans deux papiers, donc je passe un peu les détails, sur cette fameuse grotte de Batchoquiro en Bulgarie, une grotte célèbre. On continue nos datations aussi en préhistoire. Ici, c'est un autre exemple, un autre papier qui avait été fait dans le cadre de la thèse d'Hélène Fioulas, qui travaillait entre les deux laboratoires, entre Leipzig et Aix. Ici, la datation d'un autre site très célèbre, Dolní Věstonice, en République tchèque, avec une triple sépulture. Et le problème, c'est que les gens, ce qui était daté auparavant, bien, c'était des os qui n'étaient pas humains ou des charbons. Et donc là, avec la source gaz, on peut travailler maintenant effectivement sur les os humains. Tout ce qui est représenté avec du violet ici, ce sont des datations effectivement réalisées sur les os humains. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant la source gaz. D'ailleurs, on est encore en train de travailler sur la grotte de Borsouka, là, qui pour l'instant n'a été datée que sur des os périphériques. Donc voilà, donc une thématique en fait qui est qu'on a débuté au CEREJ avec cette collaboration et cette thèse d'Hélène Fioulas avec Jean-Jacques Hublin, et cette thématique va prendre beaucoup d'ampleur justement avec l'arrivée récente l'année dernière de Thibaut de Viès, qui vous parlera plus avant des avancées qui sont prévues dans le cadre du laboratoire. Alors, je vais vous avouer quand même une chose, c'est que si on s'occupe de calibration du carbone 14, c'est pour faire plaisir aux préhistoriens et aux archéologues, mais pas seulement. Sinon, on n'y passerait pas autant de temps. En fait, si on s'occupe en fait, de calibration du carbone 14, c'est que aussi la calibration nous permet d'étudier des phénomènes astrophysiques, géophysiques, astrophysiques, donc des fluctuations solaires, des fluctuations du champ magnétique solaire, du vent solaire et aussi de l'activité solaire elle-même, géophysique, la géodynamo, et biogéochimique, le cycle du carbone. Bon, c'est ce qui est résumé de façon très imagée sur ce diagramme tiré là, du papier de review qui est sorti la semaine dernière. Donc on a plusieurs aspects. Et donc le carbone 14, comme ces différents aspects vont se cumuler, vont avoir une influence qui va se cumuler sur le carbone 14, ça va être compliqué de séparer ces... Mais c'est tout le jeu de croiser différentes informations venant de différentes archives, de différents isotopes cosmogéniques, pour pouvoir en retirer de l'information quantifiée sur le Soleil, sur le champ magnétique terrestre et sur le cycle du carbone. Alors, en particulier, comme je vous l'ai dit tout à fait au départ, l'atmosphère est un petit réservoir de carbone et est donc en équilibre dynamique avec l'océan, avec d'autres gros réservoirs 50 fois plus gros. Et ça génère en fait des gradients. Le carbone 14, il n'est pas homogénéisé dans les différents réservoirs du cycle du carbone. Ça, c'est un diagramme imagé très simple, mais avec une échelle de carbone 14 qui va de rapport F14 élevé jusqu'à des rapports un peu plus faibles. Pour le cycle du carbone actuel, l'océan est plus âgé au sens du carbone 14, donc il a une teneur en carbone 14 qui est plus faible, donc il est représenté en bleu sombre, et la stratosphère, elle, a un maximum. Il y a des gradients aussi entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, dans la troposphère, entre la surface et le fond de l'océan. Et tout cela, on peut aussi le documenter dans le passé en utilisant des archives, les mêmes archives que nous utilisons pour la calibration du carbone 14. Alors, j'en reviens justement, je vais vous donner quelques exemples de travaux qui sont en cours en fait. Je vous ai parlé de la pièce de puzzle que nous avons ajoutée à la calibration Anne Calvin avec ses 400 ans bien placés sur le Tardive-Glaciaire, au début en fait du Dryas récent. Eh bien, ils sont encore plus intéressants qu'ils n'y paraissent parce qu'ils nous permettent de les comparer, en les comparant avec les données du pin Cori, qui sont représentées ici. Là, c'est un zoom en fait sur la partie de ce diagramme entre 13 000 ans et 12 500 ans avant le présent. Ce qui est représenté, en fait, c'est directement les âges C14 en fonction de l'âge vrai pour les datations
qui ont été effectués par Manuela Capano, qui est représentée ici. Là, il s'agit d'une photo de terrain lorsqu'on était avec Cécile et Frédéric et Christian pour échantillonner des bois subfossiles. Ici, il s'agit d'un tronc de pin qui a encore enraciné, donc, qui a été découpé ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le gradient, on peut regarder le gradient interhémisphérique. Les deux séries de données, roses et vertes, ne sont pas équivalentes. Il y a un biais, on voit qu'il y a une différence. Ce n'est pas un biais analytique. On a fait une intercalibration dans le cadre du groupe INCAL et on est vraiment à la décennie près entre les différents laboratoires qui travaillent dans le groupe INCAL pour la dendro. C'est vraiment quelque chose qui est lié à la géophysique, au fait qu'il y a des gradients interhémisphériques. Alors, il y a un peu plus de bruit dans nos données parce que nos données sont établies sur des cernes annuelles, alors que les points verts sont établis sur des barreaux de 10 années qui en plus sont répliqués dans plusieurs laboratoires. Donc la précision est impressionnante. Je dis ça parce que je suis toujours à regarder un peu les précisions. Mais si on fait un lissage qui tient compte justement du fait qu'on a un lissage sur 10 ans, on obtient des précisions qui sont tout à fait équivalentes. Mais nous, on a travaillé année par année. Enfin, c'est Manuela qui a fait les découpes. Et on voit très bien un gradient interhémisphérique qui est de l'ordre de 50 ans, 60 ans, mais qui varie dans le temps. C'est ça qui nous intéresse, en fait. C'est de voir, comme il est lié au cycle du carbone, au fait qu'il y a plus d'océans dans l'hémisphère sud, eh bien, on s'attend à avoir des changements, en particulier pour le tardiglaciaire. Ce n'est pas très intéressant pour l'Holocène, mais c'est plus intéressant pour le tardiglaciaire et la glaciation. Et donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que pour le début du Drias récent, vers 12 900 ans avant le présent, eh bien, le gradient interhémisphérique s'était effondré. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est la période pendant laquelle le gaz carbonique atmosphérique, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais les carottes de glace en Antarctique vous montrent qu'il y a une augmentation du gaz carbonique atmosphérique exactement à cette période. Donc on peut travailler sur le cycle du carbone. On travaille aussi sur l'océan profond. Ça, c'est juste une figure tirée d'un papier qu'on est en train de d'écrire avec Luc Skinner pour faire des compilations de toutes les données. Il faut d'abord compiler ce qui a été fait. Sur les données de foraminifères benthiques. Et globalement, lorsqu'on fait des mesures de carbone 14 sur les foraminifères benthiques, eh bien, on va trouver, donc, qui vivent au fond de l'eau, eh bien, on va trouver des âges plus anciens qu'en surface. Mais en plus, on peut quantifier l'évolution dans le temps. Ici, le panneau de droite du haut vous montre en fait l'évolution en fonction de la profondeur pour différentes carottes, où on voit que la courbe bleue, qui représente la moyenne des données, est plus ancienne et plus âgée que la courbe rouge, qui représente ce qui se passe dans l'océan actuel, qu'on peut mesurer directement sur l'eau de mer. Et la vue cartographique en bas est plus compliquée, mais montre un petit peu comment c'est réparti de façon spatiale, ces âges C14 benthiques. Mais globalement, on voit que l'océan, pendant le glaciaire, était plus âgé, était déficitaire en carbone 14. Donc on voit comme ça des évolutions des gradients atmosphériques océaniques. Et on participe aussi, on continue de travailler sur cette thématique, en particulier avec Exmicadas, en utilisant le module d'acidification couplé, le fameux CHS, qui nous permet de travailler sur des carbonates en faisant un leaching online. Donc ça, c'est juste une vue qui résume un petit peu l'affaire avec ce fameux CHS. J'ai mis un pluriel parce qu'on a acheté les deux, le CH1 et le CH2. CHS1, CHS2, et la figure là vous représente le CHS1, ce que vous avez vu hier c'était le CHS2, et en fait on peut travailler aussi sur des tout petits carbonates qui peuvent être leachés et ensuite hydrolysés avec de l'acide phosphorique pour éliminer les contaminations de surface, et on va travailler jusqu'à des concentrations qui sont infimes, de l'ordre de la zeptomole, avec des blancs qui sont corrects. Pour des échantillons de l'ordre de 50 à 100 microgrammes de carbone, on va avoir 1 pour 1000, et des précisions qui sont tout à fait correctes pour des coraux récents ou d'autres carbonates importants. Juste une petite vue d'un des diagrammes en fait, issu d'un article qui est tiré d'un papier par Johan Fago et al., où ce qui a été fait par Johan, c'était de mesurer des foraminifères planctoniques isolés. C'est-à-dire des simples coquilles, des thés isolés. Et il est possible, en fait, de mesurer ces simples forames qui font de l'ordre d'une dizaine de microgrammes de carbone et de faire des mesures de carbone 14 jusqu'à 28 000 ans. Ici, il s'agit de réplicas de coquilles qui ont été prélevées à la même profondeur. Et donc, on retrouve ces mesures sont tout à fait compatibles avec ce qu'on a pu mesurer sur des échantillons qui sont déjà très petits avec la source gaz, mais qui sont classiques, qui sont de l'ordre de 100 microgrammes de carbone.
Et en plus, ce qui est important, c'est que la dispersion que vous voyez ici, elle n'est pas complètement due à l'aspect analytique, elle est liée à la bioturbation, parce que la bioturbation est un phénomène marin qui mélange les sédiments en permanence. Et en fait, il y a des papiers encore plus récents qui montrent que cette dispersion, elle est tout à fait compatible avec ce que l'on sait de la bioturbation, qui mélange à une même profondeur des foraminifères qui n'ont pas exactement le même âge. Donc une prouesse analytique qu'on peut faire maintenant avec Exmicadas. Ça, c'est juste un panneau qui vous montre qu'en fait, on a essayé de vérifier la justesse de certaines de ce qu'on avait fait pour la carotte de la marge du Pakistan qui est incluse dans Anne Calvin, donc quelques profondeurs, avec toujours tiré du papier de Johan. On a essayé différents foraminifères, planctoniques, etc. On a essayé aussi de mesurer les benthiques. Et ici, c'est juste un panneau qui vous montre les nouvelles données en bleu. Et les points rouges, en fait, sont des points qui avaient été établis, qui sont dans Anne Calvin, qui avaient été établis avec Artemis. Donc on a un accord relativement bon avec les données anciennes. Je vois Christine qui se place, mais j'ai encore quelques slides à vous montrer pour revenir un petit peu sur le futur et sur les causes. Tout n'est pas aussi rose que je vous le montre, en particulier parce qu'on ne comprend pas complètement les fluctuations du delta C14 atmosphérique. Et ça, c'est encore une fois tiré du papier de review, donc vous pouvez avoir plus de détails en le lisant. Mais ce qui est représenté donc, en bleu, ce sont les données Anne Calvin en delta C14, et les courbes rouges, jaunes et violettes représentent des modélisations effectuées à partir des fluctuations, des causes connues. En particulier, on peut se servir des mesures de beryllium-10 dans les carottes de glace. On en parlera demain avec Mélanie. On peut se servir aussi directement des fluctuations du champ magnétique terrestre que l'on doit convertir en termes de production. Et en plus, toutes ces modulations de production des cosmonucléides, eh bien, elles sont intégrées à un cycle du carbone, à une modélisation du cycle du carbone. Donc la comparaison, ce n'est pas une comparaison propre entre des données et d'autres données, elle fait intervenir aussi de la modélisation. Et de façon un petit peu décevante, c'est-à-dire vous voyez le résultat un peu des courses, c'est que même à l'heure actuelle, aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer l'amplitude des changements du carbone 14, en particulier pendant l'événement de Lachan. Toutes les courbes montent au même endroit, et il y a une très grosse différence. Et donc, il y a plusieurs, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a plusieurs sources potentielles de problèmes, à la fois dans la modélisation, dans les problèmes de série temporelle, mais c'est l'état de l'art. Et finalement, quand on a une vue un peu historique sur la calibration, c'est des choses qui changent assez peu. C'est-à-dire qu'on avait exactement le même constat il y a 20 ans. Alors, effectivement, parce que pour travailler sur ces comparaisons entre causes et les mesures de C14, il faut aussi faire de la modélisation, en particulier parce que les données marines ne peuvent pas être intégrées directement à la calibration, parce qu'il faut tenir compte de ce que l'on appelle l'âge réservoir marin, de surface en particulier, et on utilise des modèles en boîte, par exemple celui-ci. Ici, c'était tiré d'un papier récent où on a essayé de regarder de façon un peu fine ce que l'on appelle les plateaux d'âge et savoir comment ils pouvaient être transmis dans l'océan. Et un des problèmes, alors c'est juste un calcul théorique avec une sinusoïde de production qui était avec une périodicité de l'ordre de 500 ans pour produire des plateaux d'âge. Donc encore une fois, HC14 en fonction de l'âge calendaire. Donc vous voyez ici des plateaux d'âge pour la troposphère. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe dans la modélisation pour ces plateaux, on voit qu'ils sont complètement atténués. La variabilité atmosphérique, elle est complètement atténuée dans les réservoirs océaniques, et ce serait encore plus vrai en profondeur. Et donc on est obligé, et même avec un cycle du carbone constant, que l'on ne change pas, alors on peut changer ses paramètres, on peut changer la circulation océanique notamment, mais même en ne changeant pas, eh bien, on va observer des variations de l'âge réservoir. C'est lié au fait qu'on a une différence entre l'océan et de lissage entre l'atmosphère et l'océan qui fait que même avec un cycle du carbone constant, on va générer des changements de l'âge réservoir. Alors c'est encore pire si on tient compte des changements du cycle du carbone. Alors pour ce faire, c'est ce qu'on avait utilisé pour Anne Calvin. On avait utilisé un modèle en boîte, mais on a aussi utilisé des modèles tridimensionnels qui permettent de simuler l'âge réservoir de façon spatialisée pour corriger en fait les données des archives marines qui sont intégrées dans Anne Calvin. Donc là, je ne vais pas passer de temps sur cette vue. Les modélisations sont essentiellement effectuées par le groupe de modélisation de l'Alfred Wegener Institute qui est à Bremerhaven.
Ici, vous avez une carte, par exemple, des âges réservoirs marins correspondant au LGM, qui ont été utilisés justement pour ces corrections d'INCAL. Et dans le futur, eh bien, on va continuer de développer ça pour INCAL 20, toujours avec une modélisation 3D et des modèles en boîte, comparé avec des modèles en boîte, mais pour la modélisation 3D, on va utiliser un modèle encore plus performant qui va permettre de zoomer sur des structures intéressantes, là où on a des données. Toujours avec le groupe de la vie. Et tout ça va aussi se passer dans le cadre d'une ANR qui va débuter l'année prochaine, l'ANR PRCI Marcara, entre le CEREG et la vie de Bremerhaven. Voilà, donc j'ai déjà trop parlé, je vois, j'ai presque 40 minutes. Et je vous laisse avec quelques conclusions et perspectives sur le fait que la calibration, elle est quand même indispensable pour déterminer les durées. L'amélioration, elle est régulière, elle est séquentielle. Bon, c'est très important parce qu'on a eu beaucoup de batailles pour savoir s'il fallait avoir une calibration modifiée en temps réel ou pas, mais ce serait un cauchemar pour les archéologues et les préhistoriens si elle changeait tous les jours. Et le fait qu'on aura bientôt, à mon avis, peut-être avant que je parte à la retraite, je ne sais pas, mais une calibration avec une résolution annuelle, avec des calibrations régionales pour les échantillons marins, de façon complète sur toute la série de 50 000 ans. Et ces dilatations et contractions du temps radiocarbone, elles sont vraiment importantes. Elles nous donnent une foule d'informations sur l'activité solaire, le champ géomagnétique et le cycle du carbone. Et dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'on peut même utiliser, on peut les voir comme des défauts, ces accidents du carbone 14, mais en fait, si on a des arbres dans une série archéologique, on peut même les utiliser, obtenir une petite partie de la courbe de calibration. C'est la technique que vous connaissez bien qui s'appelle le wiggle matching. Et ce wiggle matching permet d'avoir une précision encore plus élevée qui est liée justement à ces structures. Alors, il y a une illustration, il y a un poster demain avec Morteza Djamali et une collaboration avec l'IMB. Et toujours, c'est Frédéric Guibal aux manettes pour la partie Dendro. Voilà. Je vous remercie de votre attention.